personne liée à l'ESCP, quel que soit son parcours, qu'il soit étudiant ou diplômé, quelle que soit sa langue, peut avoir un soutien sur ses premiers pas dans le cadre de notre programme START en ligne. Et puis donc 2018, ça a aussi été l'occasion pour nous de développer le scale parce que nécessairement, vous imaginez que si on a commencé dans les années 2000, arrivé en 2018, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont développé leur entreprise et qui continuent à grandir et qui continuent à avoir des questions parce que c'est pas parce qu'on a 10 ans d'entreprise qu'on sait comment gérer la 11e année. Et du coup, on a créé cette communauté Scale qui rassemble l'ensemble des entrepreneurs que nous avons accompagnés, voire qui nous rejoignent en cours de route. Et on a un annuaire sur notre site où on présente 300 entrepreneurs qui sont issus de l'ESCP et qui font partie de cette communauté. Et on est en train de développer un nouveau volet d'internationalisation grâce à nos campus européens et à un financement allemand également, la possibilité d'accompagner ces entreprises qui sont à ce stade-là à aller à l'international. Et un point très important aussi qui a rendu possible cette structuration de dispositifs entrepreneurial à destination des jeunes à l'ESCP, c'est en 2018 aussi la création du département entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que institutionnellement, au sein de l'établissement, il y a désormais un département dédié, au même titre que le département de finances, de ressources humaines, de marketing. Il y a un département entrepreneuriat qui, du coup, officialise et inscrit sur le long terme ce domaine-là. Et donc, forcément, c'est quelque chose de structurant qui donne la possibilité d'encore plus développer nos activités. Et puis, je mentionnais la création de la boussole qui reste à la marge puisque c'est quelque chose qu'on a cofondé avec d'autres accompagnateurs, mais qui est quand même très important dans ce lien avec l'écosystème. Donc voilà comment tout ça a un peu grossi. On part dans les années 2000 d'un master pour 30 étudiants sur lesquels la moitié éventuellement commence à monter leur entreprise. Et puis on est aujourd'hui sur un incubateur européen qui s'adresse de l'idéation jusqu'à l'international et qui est complètement connecté non seulement avec les écosystèmes locaux français, mais aussi doucement les écosystèmes à l'international, comme c'est le cas avec vous aujourd'hui. Et je suis très heureuse de pouvoir me connecter avec vous. Un petit visuel de ça, c'était juste pour donner quelques exemples. J'insistais sur le fait qu'on avait organisé beaucoup d'événements. Je réinsiste là-dessus parce que c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment clé dans le développement de notre réseau, de notre communauté et surtout la possibilité pour les jeunes, pour les étudiants, de tester. De tester, de rencontrer et de savoir si ça leur parle grâce à des moments qui sont assez ramassés. Donc voilà, des exemples un peu dans le désordre. Bon, j'ai pas retrouvé d'affiches de Startup Weekend qu'on avait organisé, donc j'ai mis celui de Grenoble que j'ai trouvé un peu par hasard, mais juste voilà, vous devez connaître sans doute ce dispositif qui permet en 2 à 3 jours, de manière très condensée, de rassembler des parties prenantes, donc en l'occurrence dans notre cas, des étudiants qui venaient d'écoles de design, d'ingénieurs et de commerce, et de les mettre ensemble pour qu'ils puissent commencer à créer ensemble et surtout se rendre compte qu'il s'agit de quitter la théorie scolaire et l'impression qu'il faut d'abord que j'apprenne par cœur comment faire mon business plan avant de me mettre en action pour qu'ils puissent d'ores et déjà, dans l'instant, commencer à faire des choses. Et donc, ça, c'est des dispositifs qu'on a beaucoup fait et qui sont très intéressants. On en a aussi fait des sur mesure, donc à côté vous avez la CIO Éducation qui était non pas un startup week-end mais un peu dans le même esprit, un moment très condensé pour permettre aux étudiants d'améliorer eux-mêmes leur école. Donc concrètement on leur disait voilà, vous râlez, il y a des choses qui vous plaisent pas, qui vous paraissent pas fluides dans vos établissements d'enseignement éventuellement, et allez-y, proposez quelque chose, construisez-le et puis on vous suit. Made in ESCP Europe en bas, un événement annuel plutôt autour du pitch d'entrepreneurs. Donc là, les entrepreneurs accompagnés pendant une année présentaient leur projet et puis surtout faisaient des démos très très concrètes avec tous les participants qui pouvaient toucher et réagir à leur création. La fête du crowdfunding, là, ça représente plus justement, quand je vous disais, la porosité par rapport à l'écosystème. Donc là, on accueillait très concrètement au sein de l'établissement des acteurs clés du crowdfunding. L'Entrepreneurship Festival, je vous ai dit qu'on a fait chaque année, d'abord uniquement à Paris à partir de 2009 et puis petit à petit sur l'ensemble des campus en parallèle. Et puis à droite, je mentionne juste quelques acteurs, mais vraiment
rien n'aurait été possible dans tout ce que j'ai pu piloter sans tout un tas de participants et d'acteurs. Donc, il y a des associations étudiantes auxquelles je pense, le Noise que j'ai déjà mentionné, et puis Start Me Up, qui est une association étudiante d'entrepreneuriat, avec lesquels on a fait beaucoup de choses. Il y a également des acteurs institutionnels, donc je pense au réseau alumni de l'ESCP qui a été absolument clé pour pouvoir avoir au sein des dispositifs des entrepreneurs qui avaient 5, 10, 15 ans d'expérience, de recul, des entreprises rentables et la possibilité de vraiment témoigner et d'accompagner les jeunes entrepreneurs, le club des business angels et puis des acteurs de l'écosystème, Madines qui est un média sur l'entrepreneuriat voilà, qu'on a connu au tout début, Réseau Entreprendre qui est un réseau pour le coup plus ancien et vraiment excellent puisque c'est des entrepreneurs pour les entrepreneurs des entrepreneurs qui accompagnent des entrepreneurs à 100% et les financent. Nouma, qui est un des acteurs de l'écosystème, je ne vous ai pas tout listé, mais en tout cas, voilà, c'est essentiel de comprendre que tout ça a été possible par la connexion de beaucoup d'acteurs qui avançaient dans le même sens. Un petit schéma juste de la boussole pour vous montrer comment est-ce que l'écosystème a accéléré en France en particulier. Donc voilà, nous, la Blue Factory, comme je vous le disais, initiée dans les années 2000 et puis activée, enfin en tout cas moi je suis arrivée en 2011 et vous voyez après comment est-ce que tout augmente, tout explose et c'est d'ailleurs la raison de la création de la boussole de notre côté, c'est qu'à un moment donné il y avait tellement d'accompagnateurs qu'il était essentiel de pouvoir mieux orienter les entrepreneurs vers le bon accompagnateur et notamment les jeunes se retrouvent un peu perdus avec tous les dispositifs possibles et donc on essaye comme ça de le rendre plus lisible et de traduire cet écosystème et aussi on a un rôle de comment dire, on a un rôle de filtre, de prise de recul et de clarification de l'écosystème parce qu'ils peuvent vite se laisser embarquer par les sirènes de l'entrepreneuriat qui est devenu aujourd'hui une mode et qui ça peut poser problème s'il n'y a pas suffisamment de recul. Donc, il y a un vrai rôle à avoir comme ça de guide pour la jeunesse qui souhaite entreprendre. Quelques clés de succès que j'ai déjà mentionnées au fil de l'eau en vous racontant cette rétrospective, mais voilà, qui permet de simplifier un peu mon propos et de retenir des choses. Donc, ouvrir les portes de l'université, encore une fois, ça a été absolument clé sur toutes les premières années d'activation de l'entrepreneuriat au sein de l'ESCP. C'est vraiment cette possibilité d'accueillir beaucoup d'acteurs, beaucoup d'événements, de devenir un peu un point de rencontre et d'échange et comme ça de se laisser traverser en fait par toutes les initiatives qui étaient en train de naître. Donc ça a été très très important. Bâtir à partir de la demande, ça c'est un point qui est aussi très 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 net dans le parcours que j'ai pu suivre, à savoir il y a une différence entre l'idéal de oh là là ce serait génial si tous les jeunes entreprenaient et puis le réel. Est-ce qu'il y a des personnes qui sérieusement veulent créer quelque chose? Et donc, il y a cette balance-là. Finalement, développer un accompagnement, c'est comme créer une entreprise, ce décalage qu'il peut y avoir entre l'intuition, l'aspiration, l'imagination et puis le réel. J'aurais très bien pu me dire, dès le début de la Blue Factory en 2011, OK, je fais un programme Start, Seed, Scale. Je commence par, voilà, il y aura une partie pour les gens qui ont juste une idée, une partie pour les gens qui sont en train de commencer à vendre, et puis une partie pour ceux qui sont en train de se développer à l'international. Certes, en théorie, mais en pratique, à ce moment-là, il n'y avait que quelques étudiants issus du master spécialisé Innover Entreprendre qui éventuellement allaient commencer à monter leur boîte. Donc, réellement bâtir sur la demande et sur le besoin et sur le réel, c'est très important et tout en rêvant de ce qui pourrait être et en gardant cette intuition, mais surtout rester connecté à la vraie demande qu'il y a de la part des jeunes entrepreneurs. Tester, observer. Bon, je pense que vous êtes tous familiers avec cette démarche-là, mais qui est toujours très importante et qui nécessite beaucoup de patience. Je peux dire que aujourd'hui, ce qu'est la Blue Factory, je l'avais déjà imaginé. Je ne pouvais pas penser que ça allait prendre autant de temps et
et en même temps, c'est tout à fait cohérent et logique. Donc, il y a vraiment un pari sur le long terme, voire sur le très long terme, d'autant plus quand on s'adresse à des jeunes entrepreneurs, parce que quand je dis jeunes, je pense à des jeunes qui peuvent avoir 15, 16, 17, 18 ans. Voilà, c'est des personnes dont le parcours va évoluer, va bouger, et peut-être que vous allez rencontrer un jeune entrepreneur à 18 ans qui à ce moment-là sera un peu dispersé, pas clair, qui va abandonner son projet, mais vous leur aurez apporté quelque chose qui fait que 15 ans, 20 ans plus tard, ça va être le bon moment pour lui ou elle de créer quelque chose. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment du long terme, et c'est vraiment avant tout une démarche. C'est avant tout une libération de la capacité à créer qui, de mon point de vue, compte quand on veut faire de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Donner les clés aux étudiants, très important. J'ai vu trop de programmes d'accompagnement ou de dispositifs, enfin, ou de programmes autour de l'entrepreneuriat pour les jeunes qui justement étaient. Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui c'est plus le cas parce que voilà, les démarches d'accompagnement ont évolué, mais en tout cas, surtout ne pas les coincer dans une recette à suivre. Par exemple, je découvre souvent des jeunes entrepreneurs qui m'envoient des présentations en me disant « Voilà, madame, c'est bon, j'ai fait ma SWOT analysis, j'ai fait ma market study, j'ai rédigé tout mon business plan. Maintenant, il faut que je fasse mes projections financières. » Enfin bref. Et je leur demande, mais vous êtes déjà allé parler à quelqu'un? Vous avez déjà testé quelque chose? Est-ce que vous avez été en mesure, ne serait-ce que d'apporter, de résoudre le problème de la personne que vous voulez aider, même avec un papier et un crayon? Et ils me regardent perdu, quoi. Donc, super important de donner les clés aux étudiants, de leur donner des espaces d'action. Parce que c'est naturel, parce que ça va se réveiller en eux, et voilà, de ne pas les coincer dans des méthodes stériles. Croiser les compétences et les regards, aussi essentiel dans la mesure du possible. Quelque chose, je trouve, qui manque encore, mais cruellement, et en France partout, c'est cette possibilité de permettre aux étudiants de décloisonner leurs compétences et de se rencontrer quand ils viennent de domaines d'apprentissage différents, et de pouvoir se parler. L'enseignement français même, il évolue, mais est quand même structuré très 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 en silo, et donc dans la mesure du possible, créer des lieux ou des moments ou des façons d'étudiants qui vont avoir un regard différent sur le monde, parce qu'ils vont être plutôt ingénieurs, parce qu'ils vont être plutôt dans les sciences humaines, parce qu'ils vont être plutôt dans le business, l'art, etc. Leur permettre de se connecter, ça, pareil, c'est un pari sur le long terme. Ça ne donnera peut-être rien sur le moment, ça va peut-être faire un patchwork chaotique, mais c'est super, super clé pour l'innovation. Et enfin, donner accès au réel et aux créateurs. Pareil, quand on parle d'entrepreneuriat pour les jeunes, on parle souvent d'entrepreneuriat dans les écoles ou dans les universités. Et il y a encore aujourd'hui, en tout cas pendant longtemps, eu des programmes qui étaient gérés par des enseignants-chercheurs qui eux-mêmes n'avaient jamais créé d'entreprise, ou alors des programmes qui étaient sponsorisés par des grands groupes, avec donc des consultants qui accompagnaient les entrepreneurs, mais qui eux-mêmes n'avaient jamais créé d'entreprise. Mon expérience, c'est que ça ne marche pas quand il s'agit de créer, c'est-à-dire d'initier un projet. Pour initier un projet, il n'y a rien de tel qu'un entrepreneur pour pouvoir aider la personne qui souhaite créer à se connecter à cette capacité créatrice naturelle qu'elle a en elle. Sinon, potentiellement, quelqu'un qui aura fait du conseil, ou un banquier, quelqu'un qui n'aura jamais créé, sera trop averse au risque, donc va empêcher l'action, ou quelqu'un qui va plus être de l'ordre de l'enseignement-chercheur va avoir trop de recul et d'analyse et de capacité à stratégiser tous les possibles, et donc pareil, à force de possibles, on n'avance pas. C'est des acteurs, pour moi, l'enseignant-chercheur ou le consultant, qui sont intéressants après, au moment où l'entreprise est lancée et où on va plutôt être dans la croissance et le déploiement. Pour initier quelque chose, ce sont des entrepreneurs qui sont plus à même d'aider. Et donc, très, très concrètement, à la Blue Factory, dans mon cas, dans tous mes dispositifs, j'ai tout le temps des entrepreneurs à chaque moment, et mon travail, c'est plutôt de diagnostiquer où en est la personne qui est en train d'avancer dans sa démarche entrepreneuriale, où en est-elle de ses questionnements intérieurs et qu'est-ce qu'elle ne voit pas, et de lui mettre en face des personnes qui ont entrepris et sont passées par ces moments-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel.
à faire. Donc, envoyer les étudiants sur le terrain et puis amener le terrain aux étudiants. Aussi, effectivement, selon les formations des jeunes et des étudiants, certains n'ont jamais travaillé. Pour ceux qui ont fait vraiment de longues études en restant dans le fait de... Ouais, enfin, voilà. Pour les personnes qui ont fait des longues études et qui n'ont jamais été sur le terrain et jamais travaillé et qui sont restés dans cette dimension très théorique, ils sont souvent très loin de la capacité à faire, à créer. Et donc, c'est important de les lancer sur le terrain le plus vite possible et de les aider à quitter ce formatage de l'esprit qu'on leur a fait, à croire qu'il y a une bonne méthode et qu'il faut être scolaire et qu'il y a la bonne réponse, surtout les lancer dans le vrai. Les écueils par rapport à l'entrepreneuriat, l'accompagnement pour les jeunes notamment, vouloir faire trop, se disperser, se fatiguer dans un foisonnement d'événements non pertinents. Je crois que je parle pour moi. Je disais qu'on avait fait beaucoup d'événements et que c'était très important pour connecter l'écosystème et créer du lien. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus partir dans tous les sens. Et comme je disais, j'en parlais déjà tout à l'heure sur le côté s'accrocher à la demande. Donc il faut croiser les deux, quoi. C'est important de créer ces événements, mais aussi qu'il y ait une réelle demande, un réel besoin et de se fonder sur quelque chose de présent. Attention d'ailleurs à tout ce qui est compétition. Moi, je vois beaucoup, enfin en tout cas, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont perdus à force de compétition de pitch, compétition de business plan, compétition. Ça fait qu'on perd un temps fou à remplir des dossiers de candidature. In fine, on se retrouve sur un podium ou éventuellement avec de la visibilité, mais en réalité, on n'a encore rien fait. Voilà, quand on a envie d'activer l'entrepreneuriat, il faut quand même se méfier de ces grands rassemblements et de ces grands moments d'événements qui peuvent être non pertinents. Donc là, je parle des écueils. Je peux très bien dire que c'est bien de faire des événements et qu'attention, il ne faut pas en faire trop ou n'importe comment. Suivre la mode, hyper important. Comme je vous le disais, entreprendre, c'est quelque chose de naturel. On évite... entreprendre, c'est naturel et c'est faire face à l'inconnu qui est chaque seconde de notre vie. Et c'est vrai que on n'a pas forcément été habitué à ça. Et donc, même en tant qu'accompagnateur, on peut vite vouloir copier des modèles, se rassurer sur le fait que c'est bien. On a fait toutes les étapes du Lean Startup, du Design Thinking, du Business Model Canva. Mais attention, que ce soit le design thinking, que ce soit le business model Canva ou le lean, la méthode lean agile, ce ne sont que des tentatives de schématiser une démarche profondément naturelle et libre. Et donc, et notamment si on s'adresse à des jeunes entrepreneurs qui, eux, sont normalement moins formatés que des personnes plus âgées et beaucoup plus proches de leur vitalité, et de leur capacité créatrice, attention à ne pas couper leur feu intérieur avec toutes ces méthodes. Donc attention à ne pas suivre la mode et à garder un propre point de vue sur l'accompagnement. Et puis ne pas être déconnecté du terrain et des entrepreneurs et évoluer avec. Moi, je le vois aujourd'hui, les dispositifs qui étaient en place au début, en 2011, et les dispositifs aujourd'hui ont beaucoup évolué parce que aussi les jeunes entrepreneurs que je rencontre ont énormément évolué et qu'aujourd'hui, beaucoup arrivent. Je parlais de celui qui arrivait avec le PowerPoint en n'ayant rien fait. C'était un peu un extrême. J'ai aussi beaucoup de jeunes qui arrivent avec des outils no-code, qui ont déjà codé une application avec différentes choses, qui l'ont déjà testé avec plein d'utilisateurs, etc., etc. Donc, ça demande de faire évoluer l'accompagnement avec les jeunes qui eux-mêmes évoluent et deviennent de plus en plus autonomes. Aujourd'hui, par exemple, de mon point de vue, les jeunes entrepreneurs ont besoin d'être guidés, orientés et d'avoir quelqu'un une organisation qui est en mesure de les aider à faire le tri, parce qu'il y a un nombre de webinaires et de contenus accessibles directement en ligne sur tout ce que vous voulez. Et du coup, il y a de quoi être perdu et ne pas savoir de boussole intérieure justement pour avancer. Et c'est ça, par exemple, c'est quelque chose, le coaching, le coaching individuel
Et la capacité d'aider l'entrepreneur à penser par lui-même et à avancer par lui-même, c'est le nouvel accompagnement, je dirais, dont on a besoin. Donc, voilà. Est-ce que je pourrais vous interrompre une Ah seconde? oui, Oui. surtout, interrompez. Alors, il y a une question qui revient souvent sur le suivi et comment faire vraiment du monitoring par rapport à un accompagnement aux étudiants. Surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois on voit que l'impact il est sur du long terme. Donc on va faire de l'accompagnement, on va suivre des jeunes étudiants. Ensuite, ils vont quitter ce programme-là, ils vont pas faire réellement leur start-up. Donc ça va pas être comptabilisé comme étant une start-up mise en place qu'on pourra suivre après à travers leur réalisation, si elles ont réalisé des levées de fonds, si elles ont vraiment fait des développements, des expansions de marché, etc. Et donc, il y a cette frustration parce qu'on est en train, ça peut être perçu comme étant, on est en train de perdre, d'avoir mis de l'effort alors que ça ne se voit pas sur nos chiffres. Donc, quels sont réellement les bons KPI à mettre pour un suivi approprié et adapté à l'accompagnement donné aux étudiants? C'est une excellente question. La première réponse, c'est que de mon point de vue, aujourd'hui, les KPI ne sont pas les bons. C'est-à-dire, très concrètement, comme je dirige l'incubateur de l'ESCP, j'ai des classements qui me demandent des datas. Donc, il va y avoir différents journaux ou classements d'écoles qui vont me dire, pour déterminer si vous êtes la meilleure école entrepreneuriale, on a besoin de savoir combien d'entreprises ont été créées par vos étudiants. Et d'ailleurs, on veut le numéro SIRET pour avoir la preuve que ces statuts ont été déposés. Est-ce que ces entreprises ont duré dans le temps? Combien de fonds ont été levés par ces entreprises? Voilà sensiblement les questions qui sont posées. De mon point de vue, ce sont des mauvaises questions. C'est impossible à ce stade-là de maturité de ces êtres de leur demander ça. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est qu'ils deviennent des entrepreneurs matures, mais probablement, voire très probablement, l'entreprise de qualité à fort potentiel qu'ils créeront, ils ne le feront que dans quelques années, voire dans beaucoup d'années. Donc c'est difficile, c'est un problème auquel je fais face, hein, parce que je suis quand même obligée de répondre à ces classements. Seulement, pour moi, aujourd'hui, ils se sont pas les bons. Donc, comment est-ce qu'on mesure si on fait un travail de qualité avec de jeunes entrepreneurs? Déjà, il y a plusieurs choses. La chose qu'on peut mesurer, c'est plutôt au niveau du développement de compétences et de l'évolution. Si on prend au début du programme d'accompagnement et à la fin, voir dans quelle mesure est-ce que justement ils ont gagné en autonomie, est-ce qu'ils ont développé cette capacité à tester et à quitter l'imaginaire et à vraiment avancer sur sur un projet quel qu'il soit. Est-ce qu'ils se sont mieux connectés? Est-ce qu'ils ont un réseau entrepreneurial plus étoffé? C'est des choses qui sont, oui, qui sont de l'ordre des soft skills, qui ne se mesurent pas. Et je sais très très bien que quand on est dans des dispositifs de financement public où il doit y avoir un certain nombre de KPI, c'est difficile d'entendre ça parce qu'on a envie d'avoir des chiffres et des choses sur lesquelles on peut se reposer. La réalité, c'est que ça n'est pas possible et qu'il y a un côté un peu chercheur d'or, quoi. C'est-à-dire que on va rencontrer beaucoup de jeunes vont passer à travers les programmes, et puis, in fine, il y en aura peut-être 10 qui vont réellement créer quelque chose. Mais peu importe, parce que les 3000 autres, ils seront passés dans cette dynamique. Déjà, ils auront réactivé en eux cette capacité humaine entrepreneuriale qui est bonne, que l'on crée quelque chose ou qu'on ne le crée pas. Donc, ils vont être des super collaborateurs si jamais ils se mettent à retrouver s'ils se mettent à être recrutés par des entreprises. Et puis, ils vont être entrepreneurs friendly parce qu'ils vont savoir ce que c'est. Donc, voilà, c'est une réponse qui peut ne pas être satisfaisante, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir quand on se lance dans la création d'un dispositif d'entrepreneuriat pour les jeunes. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et
de mon point de vue, on le fait pour reconnecter les êtres avec leur capacité d'action. Certains se trouveront faits pour créer quelque chose, d'autres pas. Mais de toutes les façons, ce sera vertueux, mais donc ça ne peut pas se calculer sur le nombre d'entreprises créées et encore moins sur les fonds levés. Ça, c'est un autre sujet, mais que ce soit pour Jen ou pour personne d'autre, la levée de fonds n'est pas un critère de potentiel d'une entreprise. On a fait une étude avec la boussole qu'on a sortie il y a un mois, et c'est un point avec lequel je parlerai avec plaisir, sur lequel je parlerai avec plaisir, mais voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, parfaitement. Donc, ça nous met un peu, ça nous aligne sur, sur la perspective ou la démarche à prendre. Et une autre question, donc, et par rapport à la sélection, est-ce que vous étiez dans des situations pour sélectionner une cohorte ou donc la nouvelle cohorte à accompagner, quels étaient les éléments qui sur lesquels vous vous basiez pour vraiment pour sélectionner cette cohorte-là? Est-ce que sur euh, l'appétence déjà à l'entrepreneuriat, le fait qu'elles aient déjà des équipes formées, qui avaient déjà des idées intéressantes, innovantes, une vraie envie de se lancer en entrepreneuriat, quels sont les éléments, les critères de sélection pour embarquer des équipes dans vos programmes? Tout à fait. Alors, il y a, donc ça va, je vais vous répondre par programme, comme ça, en gros sur le programme Start et le programme Seed. Donc, le programme Seed, qui est le programme historique, initial, que j'ai mis en place en 2011, ce programme-là, il dure une année et il a vocation à accompagner des projets qui sont au stade d'entrée sur leur marché. Ça veut dire, en termes de fourchette, les projets les plus jeunes susceptibles de rejoindre le programme sont à un stade de prototype avancé qui est en train d'être testé. Donc, dans l'optique qu'au bout d'un an, on se dise, bon, si le prototype est pertinent, qu'il est testé, il y a quand même des chances qu'il puisse au moins vendre un produit ou service d'ici la fin de l'année. Et puis d'autres qui vont plutôt avoir un premier produit qui auront fait peut-être 5 à 10 ventes et puis bon, qui vont suivre le programme. Donc ça, c'est un peu la fourchette moins avancée, plus avancée des projets qui peuvent arriver. Ça, c'est le projet. Après, quand on sélectionne des personnes, évidemment. Parce qu'un projet, ça n'existe pas. Un projet, c'est juste des personnes qui, à chaque instant, le portent et l'accouchent. Donc, comment est-ce qu'on sélectionne? Donc, bon, il y a cette notion de maturité. Il y a cette notion de... comment dire? En gros, moi, aujourd'hui, en termes de sélection, je demande une vidéo dans le dossier de candidature, puis je fais un call avec ces personnes-là, puis potentiellement je fais un second call, et en tout cas, il y a, pour ceux qui passent ces différentes phases, un entretien de 45 minutes en ma présence, plus je prends 2 entrepreneurs que je choisis, un parce qu'il vient de sortir du programme et qui connaît bien où en est le dispositif à l'heure actuelle, puisque le dispositif, je le renouvelle chaque année, et un autre qui est entrepreneur depuis 5 à 10 ans et qui est sur le secteur. Donc voilà, je m'entoure d'entrepreneurs qui peuvent avoir ce point de vue-là, et puis moi, j'ai ce point de vue plutôt de coach et puis de diagnostic pour avoir vu passer beaucoup d'entrepreneurs. Ce que je regarde en écoutant, c'est la dimension, l'autonomie entrepreneuriale des personnes. C'est-à-dire que, surtout, si l'idée c'est que c'est grâce à l'incubateur que l'entrepreneur va créer, ça ne pourra pas marcher. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend de manière autonome. C'est-à-dire que si l'entrepreneur peut lui apporter des ressources, tant mieux, mais il doit pouvoir se mener sa barque en fait par lui-même. Donc ça, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup dans l'échange, essayer de voir est-ce que de toutes les façons, il ou elle va le faire. Il y a ça qui rentre en jeu. Il y a la capacité d'écoute. Donc, est-ce que si je pose des questions qui sont un peu dérangeantes, un peu décevantes, un peu déstabilisantes, est-ce que la personne va plutôt être à l'écoute et se dire ah ouais, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, ou pourquoi pas, ou est-ce qu'elle va être complètement braquée sur son idée et est-ce que, et ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui, est-ce que cette personne, quel est son moteur en fait? Pourquoi elle est là à vouloir créer quelque chose? Est-ce qu'elle le fait parce qu'aujourd'hui c'est la mode et avant il fallait être trader à la City et aujourd'hui il faut avoir sa start-up pour exister?
Est-ce qu'elle le fait parce que sa famille a une entreprise qu'elle veut et qu'il faut absolument la transmettre et que du coup il se retrouve avec un peu l'héritage familial à devoir rentrer dans un chemin tracé qui ne vient pas de lui ou de elle. Voilà, essayer de comprendre quel est le moteur, parce que ce que je sais aujourd'hui, c'est que une démarche entrepreneuriale sera saine si elle vient de l'intérieur et qu'elle est, qu'elle est intrinsèque. Si elle est intrinsèque et si elle est généreuse, c'est-à-dire si la personne cherche à créer pour tout le monde. Si c'est juste pour se faire sa petite sécurité et gagner son argent, si c'est comme ça, resserrer sur elle-même, ça ne pourra pas marcher, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se connecte au monde. Je mettais l'homme de Vitruve, c'est une inspiration proprement humaine, une idée qui nous vient et qui est une source jaillissante de l'être qui crée. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, une personne qui a un moteur intrinsèque de création et qui le fait pour tout le monde, c'est ça ce que je cherche à travers tous les échanges. Non pas parce que c'est bien ou mal, juste parce que là, je sais qu'il y a une capacité, une vitalité entrepreneuriale naturelle qui suffit d'accompagner et de nourrir et qui est complètement indépendante. Donc ça, c'est pour le programme SEED. Pour le programme START, je cherche ça, mais beaucoup moins en fait. Pour le programme START, je cherche plutôt à voir est-ce que les gens sont sérieux. Parce que quand on est à un moment où en gros on se réveille le matin et on a 10 idées, potentiellement la personne peut le lendemain vouloir faire autre chose. Donc c'est juste que comme il y a quand même un certain temps, des ressources, des personnes que je mets en face de ces porteurs de projets, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un d'un peu dilettante dans le programme. Donc j'essaye de cerner si la personne est sérieuse par rapport au projet. C'est quand même très difficile. Donc ce qu'on a fait avec ces dispositifs, c'est qu'on les a fait un peu en entonnoir. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, tout le monde peut rentrer, mais au fur et à mesure, les gens vont partir d'eux-mêmes. Et donc là, très concrètement, le dernier programme Start, on a eu 80 personnes qui sont arrivées au début. On en a à la fin, il y en avait un peu moins de 20 qui continuaient le projet. Et ça, pour le coup, j'ai appris à laisser, quoi. C'est normal. Et ça m'arrive d'avoir des personnes qui, parfois, ont fait un événement de la Blue Factory il y a 8 ans et que je recroise et qui me disent « Ah, mais ça a été déclencheur parce qu'après, j'ai fait ci, ça. » Et puis moi, je ne les ai plus jamais revus. Donc, pour les mesures d'impact, un intérêt de faire de l'événementiel et d'avoir un aspect communauté, c'est que tous ces gens-là, même si vous les voyez qu'une fois, par exemple, nous, on a une newsletter qui aujourd'hui part à 25 000 personnes, dans ces 25 000 personnes, il y a même des personnes qui sont venues une fois à un de nos événements, mais avec lesquelles on continue à être à être en lien, et donc on considère que ça fait partie de la valeur qu'on apporte, et potentiellement, peut-être qu'un jour, elles liront notre newsletter et elles verront qu'une des startups qu'on a accompagnées est en train de recruter quelqu'un et elles rejoindront cette boîte, ou voilà, on ne peut pas savoir, et ça ne sert à rien de vouloir... il faut accepter de ne pas monitorer les choses. Très bien. Il y a ici, merci beaucoup Maëva, il y a 2 autres questions que je vais poser. Alors, combien de salariés faut-il pour gérer un incubateur de 10 à 20 startups? Quel profil et quelle expérience sont nécessaires? Gros sujet. Oui, gros sujet. Alors, dans mon cas, j'ai été toute seule à gérer l'incubateur jusqu'il y a 2 ans. Honnêtement, c'est pas l'idéal du tout. Je dirais qu'en gros, il y a plusieurs métiers. Il y a le métier il y a le métier de communication, appel à projet, sélection, et puis après, coordination du programme. À minima, il faut 2 personnes à temps plein, à minima. Sachant qu'après, il y a énormément, moi je m'appuie sur énormément de freelance autour. Donc ça va être soit une grosse communauté de mentors entrepreneurs qui, eux, interviennent
gratuitement, sauf quand je leur demande des interventions qui sont très, très, très régulières, auquel cas je les rémunère. Mais en tout cas, j'ai une grosse base qui sont, quand je dis grosse, c'est j'ai une quarantaine de mentors entrepreneurs que je sais pouvoir solliciter à chaque fois, évidemment, en fonction des compétences et de ce dont j'ai besoin, et qui, eux, interviennent. Aussi, j'ai une vingtaine d'experts, qui ça sont des gens que je rémunère, donc en freelance, enfin en indépendant, ouais, qui vont être, alors pas des entrepreneurs, le plus souvent, j'essaye de prendre des experts entrepreneurs, en tout cas qui ont cette dimension-là. Et donc là, je pense à des avocats, des comptables, des personnes qui sont spécialisées en marketing digital, des personnes sur les ressources humaines, etc. Donc, je dirais une quarantaine de mentors entrepreneurs, une vingtaine d'experts. Et puis après, j'ai une graphiste qui travaille en freelance pour nos newsletters, une personne en freelance pour le site internet. Voilà, à peu près. Donc voilà, donc un minimum de 2 personnes à temps plein, plus un bon réseau de freelance. Ça, c'est le strict minimum. Après, dans l'idéal, si vous pouvez avoir 4 personnes, c'est mieux. C'est ça que je dirais. Pardon, j'ai oublié le reste de la question. Ça, c'est en termes de nombre, il y avait autre chose, non? C'était oui. Et quel profil et quelle expérience sont nécessaires? Ouais. C'est mieux. C'est difficile à dire. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui a déjà créé une entreprise. En fait, il y a 2 choses. Quelqu'un qui a déjà créé une entreprise et qui est un vrai entrepreneur, a fortiori, il ne va pas monter des incubateurs parce qu'il va monter des entreprises et donc il va être entrepreneur. Quelqu'un qui a monté une entreprise dont l'entreprise n'a pas fonctionné et qui, du coup, reste très touché par l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose qui, du coup, découvre cette envie d'accompagner des entrepreneurs, ça peut être quelqu'un de très bien, à condition qu'il arrive ou qu'elle arrive à prendre ce recul où elle ne va pas projeter son expérience d'entrepreneur, mais elle va pouvoir plutôt l'étendre et l'augmenter. Donc, c'est le seul risque quand on prend quelqu'un, typiquement un entrepreneur qui encore une fois, a échoué dans son entreprise et qui devient accompagnateur, ça peut être quelqu'un mais d'excellent si il ou elle arrive à prendre un peu de recul, enfin même beaucoup de recul, et avoir son expérience comme une expérience et à du coup s'intéresser à l'amplitude de l'accompagnement. Donc ça, c'est quand même le mieux. Après, faut surtout, avant tout, prendre des personnes qui ont envie, qui sont des personnes très à l'écoute, qui sont des personnes qui aiment connecter les gens, qui aiment être au service et qui après inventent leur métier. Dans mon cas, j'ai complètement, comment dire, comme je vous l'expliquais, ça a été un coup de cœur naturel pour l'accompagnement d'entrepreneurs, et puis j'ai tout appris sur le terrain, et puis en observant, en rencontrant beaucoup de personnes. Donc, mais les bonnes personnes qui accompagnent ont cette dimension entrepreneuriale, ont cette capacité naturelle à elles aussi tester les choses, mettre en place, faire évoluer. Et c'est c'est comme des intrapreneurs. C'est plutôt ça ce qu'il y a de mieux. Mais c'est des personnes qui savent se connecter, et oui, et qui ont vraiment cette capacité à savoir mettre en relation. Parce que c'est beaucoup ça, le travail d'accompagnement, c'est beaucoup un travail d'écoute, donc de rencontrer les gens et de savoir les écouter au-delà de ce qu'ils disent pour comprendre la réalité de leurs besoins. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent et qui disent j'ai besoin de ça, mais en fait non, ils n'ont pas besoin de ça, ou en tout cas pas maintenant, ou pas exactement comme ça. Donc il y a une vraie maïeutique à avoir. D'où la dimension de coaching qui est importante, et puis une vraie capacité à se connecter à beaucoup de gens et à savoir exactement quelle rencontre créer. Ça, c'est vraiment, dans ce métier, c'est très important. On rencontre quelqu'un, on l'écoute, on comprend ce dont il a vraiment besoin, et on pense à une autre personne qui va pouvoir servir de miroir ou de guide. Est-ce qu'il y avait une autre question? Merci. Il y a une petite question et après on reprend, je pense, la présentation. Oui, pas de problème.
C'est quel est le business model idéal d'un incubateur universitaire? Ah, alors, pour un incubateur universitaire, en fait, de mon point de vue, et d'ailleurs, je pense que j'en parle un petit peu après, c'est aujourd'hui une offre normale d'une université ou d'une école. C'est-à-dire que de même que, en gros, quand on se forme à l'université, l'horizon, c'est quand même un horizon professionnel, donc qui peut être le fait de trouver un emploi, et ben, l'horizon professionnel de créer une entreprise en est un. Donc d'abord, de même que, je ne sais pas, on ne se pose pas la question du business model d'une bibliothèque, on pourrait ne pas se poser la question du business model d'un incubateur. Donc ça devrait vraiment rentrer intégralement dans la logique de l'enseignement. Ensuite, il y a différentes manières de financer ça. Donc effectivement, heureusement qu'il y a des financements publics et j'espère qu'il y en aura toujours et encore et plus pour cela, parce que l'enseignement est financé par l'État et ça peut faire sens qu'il y ait ce genre de subventions publiques pour intégrer ça dans les établissements d'enseignement. Il peut y avoir du sponsoring de la part d'acteurs externes. Je pense par exemple à des solutions digitales qui sont bien contentes de venir draguer les entrepreneurs. Donc, il y a des super outils qui existent comme, je ne sais pas, HubSpot, Airtable, MangoPay et d'autres. Ça, c'est des solutions qui sont souvent utilisées par les entrepreneurs et qui, du coup, font un peu la compète pour être connectés aux jeunes pousses. Donc ça peut être du sponsoring en échange de visibilité. Donc, juste avec attention à ne pas faire d'exclusivité et à ne pas biaiser la compréhension enfin, bon, bref, à vraiment quand même faire un filtre sur ces solutions, mais ça peut être une possibilité. Je sais qu'on parle beaucoup, notamment dans les universités américaines, du fait de développer des fonds et donc de se dire, bon, bah, ok, si je peux prendre une petite participation d'equity de prise de capital, j'évite de faire trop de mots en anglais, de prise de capital dans les entreprises qui sont portées par les étudiants d'université, ce serait génial, parce que plus tard, si ça devient Facebook, du coup, je vais pouvoir faire un gros bingo. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu faire ça. Donc, à la Blue Factory, on prend zéro prise de capital et en tout cas, je n'aurais pas l'intention de le faire, et si un jour il y a un fonds qui est créé par l'école, pourquoi pas, mais ce sera deux choses différentes. Pour moi, il y a l'incubateur où on aide les jeunes à devenir entrepreneurs. Après, il peut y avoir un fonds qui finance des projets, mais c'est deux choses différentes. En tout cas, il y a des écoles qui font ça, mais moi, je ne partirai pas là-dessus. Et puis, il y a aussi quand même la contrepartie financière de la part d'entrepreneurs. Donc, nous, dans notre cas, par exemple, à la Blue Factory, dans le programme SEED, le programme START, il est gratuit pour les étudiants et sur donation pour les alumni. Donc, on dit, voilà, à la fin du programme, vous donnez ce que vous voulez à la fondation de l'ESCP pour pouvoir financer le prochain programme des prochains, puisque ce programme START, potentiellement, peut amener les gens à se dire, OK, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, ou c'est pas pour maintenant, ou on ne veut pas rentrer dans une transaction. On préfère rentrer dans cette notion de don et de don de génération en génération pour continuer à permettre cette sensibilisation et ces premiers pas. Dans le programme SEED, c'est différent, parce que là, on s'engage sur l'accompagnement d'une année pour des entreprises qui sont entrées sur leur marché, qui potentiellement ont déjà levé un peu de fonds, ou en tout cas font des premières ventes et qui ont des locaux et un accompagnement. Donc là, ils payent une cotisation à l'association de l'incubateur mensuelle qui dépend du nombre de personnes qui sont concernées par le projet. Et donc, c'est aussi quelque chose qui finance en bonne partie l'activité de l'incubateur. Donc, il y a une partie qui, de mon point de vue, doit être prise en charge par l'université parce que c'est un service de l'établissement qui rentre dans l'horizon professionnel, le département carrière quelque part des jeunes étudiants et diplômés, et qui en plus peut être très vertueux parce que s'ils créent des entreprises, plus tard ça veut dire qu'ils ouvriront des postes et donc ça pourra intéresser ceux qui ne veulent pas créer des entreprises mais cherchent des jobs. Donc tout ça est très vertueux. Il y a du sponsoring possible par des acteurs qui cherchent à vendre leurs solutions à des entrepreneurs à condition qu'ils soient bien qualifiés et bien sélectionnés et de ne pas mettre face aux jeunes entrepreneurs n'importe qui, juste parce qu'ils ont des sous à apporter. Il y a la possibilité de demander aux participants eux-mêmes un apport financier
effectivement en fonction de leur stade de maturité et de leur capacité. Et puis, il y a aussi le pari du point de vue de l'ESCP du don à long terme, c'est-à-dire que nous, on a des entrepreneurs qui, par exemple, versent leur taxe d'apprentissage à l'école ou qui, des années plus tard, comme on a été présent, un vrai soutien, une vraie ressource pour qu'ils puissent déployer leur entreprise. Une fois que l'entreprise a 200 collaborateurs et fonctionne et est florissante, pour eux, c'est assez naturel de venir rendre, alors pourquoi pas, faire un give back, de retour, soit en argent, mais aussi en valeur. Moi, il y a dans l'accompagnement de la Blue Factory quelque chose qui n'a aucun prix, c'est la possibilité d'avoir des mentors entrepreneurs qui sont parmi des tops. Enfin, je pense à Alexis Fogel qui a été le cofondateur de Dashlane et maintenant de Stonely, Benoît Richard qui a monté YouSoFleet et qui maintenant monte son entreprise dont le nom va m'échapper. Des entrepreneurs qui sont d'une telle qualité et qui répondent en 24 heures pour aider des plus jeunes, ça n'a pas de prix. Et c'est ce qui fait une très très grande qualité pour un incubateur d'université ou d'école. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que je continue? Vous êtes toujours avec moi? Je m'inquiète. Oui. Mmh. Oui. Il n'est pas disponible. Attendez, je vais aller dans le chat. Je n'entends plus personne, du coup je m'inquiète un peu de savoir si je suis toute seule en ligne ou si des personnes m'entendent. Ah, vous m'entendez? Ok, top, super. Ok, bon, très bien. Je vais... Ok, top. Ah, On t'entend, c'est juste un peu décalé. Juste décalé. Non, avec la... Ok, je peux continuer? C'est bon? Avec la crise de coronavirus et la crise économique, quelle est votre analyse quant au diaspora de l'entrepreneur? Est-ce que ça régresse? Alors, je ne comprends pas exactement la question, mais si la question c'est de savoir si l'entrepreneuriat régresse ou si les gens veulent plus ou moins entreprendre, moi ce que je vois, c'est quand même beaucoup de personnes qui me contactent en me disant bonjour madame, alors pendant le confinement, j'ai une idée, du coup j'ai quitté mon job, du coup je me lance. Donc de ce point de vue-là, ça a plutôt permis, en tout cas dans les personnes que je rencontre, fait l'effet d'une sorte de réveil, de passage à l'action, en tout cas pour des gens peut-être qui se posaient la question avant, de se dire, en fait, la vie c'est quelque chose qui peut évoluer très très vite, alors si j'avais cette dimension créatrice en moi, j'y vais. Et aussi, j'ai vu une très grande solidarité. Nous, le réseau de la Boussole a été clé. On avait un WhatsApp dans lequel se trouvent les 80 accompagnateurs en France. On s'est beaucoup soutenu pour pouvoir soutenir les entrepreneurs eux-mêmes. Les entrepreneurs aussi se sont beaucoup aidés entre eux. C'était très intéressant parce qu'on a aussi eu beaucoup de témoignages d'entrepreneurs plus vieux, on va dire, qui, je sais pas, quand je dis vieux, dans le sens où leur entreprise avait potentiellement 20 ans, et qui disaient non mais ça va, on en a vu d'autres, le coronavirus est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé sur cette planète, mais ce que je veux dire, c'est en termes de crise, finalement, ça a rappelé à une gestion beaucoup plus saine des entreprises. Moi, j'ai des entrepreneurs qui étaient très sages par rapport à leur trésorerie et qui n'ont même pas eu besoin de faire appel au soutien de l'État, parce que pour eux, dans leur gestion, c'était normal de ne pas être sur un flux tendu de pur jeu par rapport
des levées de fonds et à des dépenses irraisonnées. Donc, je pense que ça a apporté aussi un certain recul par rapport à la gestion d'entreprise, et beaucoup d'entrepreneurs plus classiques et moins dans la start-up mode sont revenus sur le devant de la scène et ont pu parler aussi de ce que c'est que de la gestion de crise et du fait que c'est normal dans la vie d'une entreprise de passer à travers différents moments. Et après, pour toute autre chose, moi je trouve que le coronavirus, enfin la situation planétaire qu'on a vécue, oui, pour moi, est quelque part très vertueuse dans la solidarité, dans la conscience planétaire, dans aussi le fait pour ceux qui n'auraient pas eu ça à l'esprit, le fait de comprendre qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins importants à traiter et innover dans la santé, que ce soit en termes médicaux ou en termes de structures, d'hôpitaux, etc. Innover pour permettre aux personnes de pas être isolées, innover, voilà. L'innovation sociale et environnementale qui a dû devenir une mode pendant un certain temps parce que les gens avaient oublié qu'on était humain, je pense que le coronavirus a permis de rappeler ça. Et ce que j'observe moi, c'est que dans les appels à candidature et les dossiers que je reçois, j'ai de moins en moins de projets que je trouve superficiels et anecdotiques. Et donc pour ça, je pense qu'il y a une nouvelle vague d'entrepreneurs beaucoup plus sérieux, conscient et engagé peut-être qu'avant. J'espère que ça aura permis ça en tout cas. Je vais avancer et puis surtout continuer à m'arrêter. J'ai mis la petite fenêtre de conversation aussi visible, comme ça c'est plus fait. Comme ça je peux voir si jamais vous avez des questions en cours et je m'interromprai moi-même. Je voulais juste mettre ces images-là par rapport au recul et à l'avenir, juste pour vous dire que, je l'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui, dans l'accompagnement de la Blue Factory, dans la manière dont j'accompagne les entrepreneurs, vraiment, je suis vraiment arrivée à un stade qui était en filigrane pendant toutes ces 10 années, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus assumé et que je sais mieux faire à force d'observation, qui est vraiment cette conscience de comment est-ce que ça fonctionne, en fait, comment est-ce qu'on crée, comment ça marche. Et le fait que, en fait, pour créer, comment dire, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui perçoit dans le présent les réponses aux questions qui se présentent à lui. C'est pas quelqu'un qui va être dans la stratégie, la planification, la réflexion très 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 loin. Ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça marche. En réalité, c'est quelque chose de très simple, l'entrepreneuriat, qui demande beaucoup de... Pardon, je vais boire un petit peu d'eau. Quelque chose de très naturel, qui demande beaucoup d'attention et de présence, et qui demande une sorte d'abandon à l'action présente. Les entrepreneurs que j'ai vus qui ont réussi à développer des choses qui portent leurs fruits n'étaient pas des personnes angoissées par le futur ni coincées dans le passé. C'était des personnes qui étaient mues de manière intrinsèque par l'envie de résoudre quelque chose qui concerne un nombre de personnes important et qui ont cette espèce de vitalité joueuse où chaque jour, ils sont à la table et ils font les choses et ils avancent. Et ils ne cherchent pas à correspondre à une quelconque image, ils ne cherchent pas à cocher des cases, et il y a quelque chose de naturel. Et pourquoi est-ce que j'ai mis cette image-là ? En fait, ça, ce sont des graines, et ce sont des graines de baobab. Et j'ai toujours trouvé ça assez fou de se dire que dans une graine d'1 centimètre, il y a tout le devenir d'un baobab qui peut vivre jusqu'à 2000 ans, faire 40 mètres de haut et 10 mètres de large. Et c'est à peu près c'est la même chose dans l'entrepreneur que je rencontre. Quand je rencontre un entrepreneur, ma question c'est OK, comment faire pour que cette
graine de créateur qu'il est, puisse se développer et ne soit pas empêché par des idées reçues. Des idées reçues qu'il aurait de sa famille, de son milieu social, de tous les webinaires qu'il peut voir sur l'entrepreneuriat et qui lui dit que pour entreprendre, il faut faire ci, ça, 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 ça. Comment faire pour que, de la même façon qu'une plante se déploie de manière naturelle à chaque instant, cet entrepreneur crée de manière naturelle à chaque instant. Et donc, bon, ce sera un autre sujet, mais je pourrais à l'occasion vous partager comment est-ce que je fais ce travail-là. Mais voilà, c'était pour vous mettre à jour sur l'état d'avancement de la pédagogie à la Blue Factory. Je continue sur cette deuxième partie qui est donc la démarche, créer un dispositif d'innovation pour les jeunes. Pourquoi, comment, par et avec qui, où j'ai essayé d'être un peu plus pragmatique et en tout cas voilà, sortir de la poésie de la partie juste avant pour vous donner des éléments factuels et pragmatiques. Donc, quelle est la différence entre un dispositif étudiant, public ou privé? Ça, c'est quelque chose de très important que j'ai mis un certain temps à observer, c'est que ça n'est pas la même chose. Vouloir accompagner de jeunes entrepreneurs, c'est pas la même chose que être un incubateur territorial ou être un incubateur d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux différents. Un incubateur territorial, il va avoir des enjeux, on en parlait avant, de la mesure d'impact, où il va falloir créer des jobs, il va falloir activer l'économie locale, et donc il va y avoir des KPI particuliers. Un incubateur privé, ça va dépendre, mais si c'est un grand groupe, potentiellement, il va vouloir avoir une bonne visibilité, avoir une communication où il apparaît comme innovant, ou alors vouloir sortir de l'ennui ses collaborateurs qui commencent à rentrer dans une routine et qui, du coup, se stimulent au contact de jeunes entrepreneurs, ou vouloir faire de la veille d'innovation pour pouvoir développer de nouveaux produits ou services. Un incubateur, un dispositif pour les jeunes, c'est différent. Il y a d'autres dimensions qui sont importantes. Il y a former et déformater, donc c'est-à-dire, en gros, créer un terrain dans lequel les jeunes vont, encore une fois, retrouver cette capacité créatrice naturelle, mais qui leur a été enlevée par l'aspect très scolaire de nos formations. Enfin, si un jour l'école primaire se transforme, on n'aura peut-être pas besoin de se déformater. Aujourd'hui, la manière dont on fait nos études nous coupe de cette capacité d'innovation intrinsèque. Donc, il y a le fait de créer des espaces dans lesquels les étudiants vont pouvoir apprendre par le faire et quitter ce carcan scolaire qui nous coince tous, sachant que de toutes les façons, ces compétences-là, que l'on veuille ou non créer un projet, ça a de la valeur, c'est utile, que l'on travaille dans le domaine politique, dans une banque, dans une entreprise privée, que l'on fasse de l'art, peu importe. Cette dimension entrepreneuriale-là, elle est essentielle, donc la mettre en place dans une université, ça fait sens. Orienter et informer, je pense que c'est très important dans ces dispositifs pour les jeunes, justement de les aider à avoir du recul. Il y a beaucoup de clichés autour de l'entrepreneuriat qui sont divulgués et qui peuvent facilement rentrer dans l'esprit des étudiants, c'est dommage. Et donc, il y a un rôle de démystification et de clarification et d'éditorialisation, de filtre pour que les étudiants puissent comprendre à quoi ressemble l'écosystème, qui fait quoi, quels sont les enjeux derrière, quels sont les enjeux financiers, les enjeux politiques. Voilà, que ce ne soit pas naïvement vive l'entrepreneuriat, tout le monde est entrepreneur, mais qu'il y ait vraiment une prise de recul là-dessus, d'orientation et d'information. Et enfin, une mission d'accompagner et de connecter. Encore une fois, comme je le disais, quand on fait de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, c'est sur le très 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 long terme. Potentiellement, on le dit, beaucoup d'entrepreneurs lancent leur boîte à 40 ans. Donc, vous imaginez ce qui peut se passer entre le moment où le jeune a 18 ans, découvre participe à un dispositif d'entrepreneuriat et puis finit par monter sa boîte à 40 ans. Pourquoi à 40 ans? Mais pour plein de raisons. Parce que déjà, il a potentiellement des financements personnels qui va lui permettre de monter sa boîte, mais aussi parce qu'il aura vécu, il aura observé, il aura participé
à la vie professionnelle et qui verra à travers cette expérience-là, se dira, bah tiens, j'ai fait tout ça, là, il manque quelque chose, je vais pouvoir l'apporter. Donc, ça ne veut pas dire qu'on crée des boîtes à 40 ans, mais c'est voilà, tout ça pour dire que c'est sur le long terme. Et s'il s'agit de justifier les financements publics par rapport à cet accompagnement, et ben, il faut penser à ça. Et je pense même, dans le cadre de la boussole, là, on a intégré un nouvel incubateur récemment qui s'appelle What's Up Camille, qui est à l'accompagnement des entrepreneurs de plus de 50 ans. Donc vraiment, on peut être amené à créer une entreprise à n'importe quel moment et il ne s'agit pas de chercher un ROI immédiat, surtout pas quand il s'agit de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Exemple très précis de format possible. Donc nous, à l'ESCP, on a créé un espace qui s'appelle la Maker Room. Vous avez la petite photo en bas à gauche. C'est extrêmement simple. C'est une salle qu'on a aménagée différemment des salles de cours. Bon, rien d'extraordinaire, hein, un rétroprojecteur, des tables qu'on peut bouger dans tous les sens, un canapé que là, on ne voit pas. Mais qui est un QG, qui est un endroit où, de même que la bibliothèque est l'endroit où les gens vont étudier, la Maker Room est l'endroit où les étudiants savent qu'ils peuvent se retrouver, travailler sur leurs projets, rencontrer des gens qui eux-mêmes ont des projets, rencontrer les personnes de l'incubateur s'ils ont des questions, avoir accès à un certain nombre de ressources. C'est un point de rencontre, d'échange et de collaboration. Ça, c'est en termes physiques, mais ça peut être aussi en termes de temps, de moments. Il y a le fait de créer des rencontres régulières. Par exemple, nous, on avait mis en place ce qu'on appelle les Brown Bag Meetings, qui étaient un midi par mois, pendant 2 heures. Toute personne qui avait un projet pouvait venir. Je parle au passé, puisque vous imaginez qu'avec la petite période de la Covid, on n'a plus fait ça comme ça, en tout cas. Donc, toute personne pouvait venir et pouvait, en 1 minute 30, présenter un projet sur lequel il ou elle était en train de travailler et des questions du moment. Et puis ensuite, on avait toute une démarche pour pouvoir connecter les personnes et qu'ils puissent s'entraider et travailler ensemble. Et puis, évidemment, il y a des formats qui sont beaucoup plus longs, dont j'ai parlé au tout début, qui sont des programmes à proprement parler. Donc, ça va de un Startup Weekend qui va durer entre 1 et 3 jours de manière très condensée pour amorcer un projet. Ça peut être un sprint, donc pas un Startup Weekend, mais plutôt un moment aussi très condensé, mais pour accélérer sur un domaine. Ça peut être un programme qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour le programme Start, je ne vous en ai pas parlé encore en termes de format. Pour nous, c'est très simple. Donc, on fait un appel à tous nos étudiants, tous nos alumni. Ensuite, on fait une sélection qui est assez légère, qui est juste, on essaie de voir si la personne est suffisamment sérieuse au moment où elle s'engage pour dire « Ok, moi, je suis prêt à m'engager pendant 3 mois », même si elle peut abandonner en cours de route. En tout cas, c'est comme ça qu'elle rentre dans le programme. Et ensuite, c'est 4 soirs en ligne qui durent chacun 3 heures, qui sont espacés d'à peu près 3 semaines. Et sur ces 3 heures, pendant 2 heures, il y a des entrepreneurs qu'on choisit qui vont faire un retour d'expérience, qu'on va interviewer de la manière la plus concrète possible sur un sujet en particulier. Et ensuite, il y a 1 heure où on fait des sous-salles, on fait ça en visio sur Zoom, où les participants sont coachés en mini-groupe de 3 projets. Et donc, on fait ça pendant 3 mois. Et puis, évidemment, on fait des ateliers en fonction de leurs besoins. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez léger, mais qui aide vraiment à la création et surtout à l'identification parmi le gros paquet des 80 initiaux, des 20 qui sont vraiment sérieux sur leur projet et qui restent jusqu'au bout. Par rapport au contenu, donc là je vous parlais un peu plutôt de la forme juste avant, par rapport au contenu, quand je parlais de démystifier, je vous mets une certaine liste, mais vraiment en tout cas par rapport aux jeunes, tous les freins que je vois, c'est le fait qu'ils arrivent en disant il faut d'abord que je lève des fonds avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord que je trouve un associé, il faut d'abord que j'écrive mon business plan, il faut d'abord que je développe mon site internet. Tout ça, c'est faux, ça n'est pas du tout comme ça qu'on entreprend et que l'on crée quelque chose, mais c'est des idées reçues que j'observe énormément. Donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour défaire ces idées reçues et leur redonner leur capacité de créatrice. Une des manières qu'on a de faire, c'est d'identifier, en gros, dans notre communauté d'entrepreneurs mentors dont je parlais tout à l'heure, on choisit ceux qui, justement, vont être capables, avec une bonne pédagogie et pas mal d'humour aussi, de témoigner et de permettre de faire voir autre chose aux jeunes. Et
l'expérience nous montre que, par exemple, après notre premier atelier Start de 3 heures, on a eu des témoignages d'étudiants qui nous disaient « Ah, mais c'est incroyable, c'est la révélation, j'ai enfin compris que pour faire un projet, il faut commencer par faire quelque chose. » Ça paraît anodin. Moi, je suis toujours très surprise, je pense, à chaque fois, mais il y a vraiment ce besoin-là de libérer la capacité à agir, et ça peut passer par cette démystification. Prototyper, donc mettre en place des dispositifs qui leur permettent en l'espace d'une semaine de tester quelque chose. Donc nous, dans le cadre du programme Start, pareil, en gros, on fait cette première intervention où on leur explique bien cette notion-là d'entreprendre dans le présent et d'agir, et on leur demande pour la session d'après, donc qui est 3 semaines plus tard, d'avoir interviewé des personnes, testé des choses et de revenir vers nous avec quelque chose de très concret. On les forme au no-code, entre autres, mais donc vraiment avoir une capacité de faire des démos. Et puis la notion d'invention sur laquelle je réinsiste quand même, qui est vraiment ne pas se réfugier dans une liste de méthodologies où les étudiants vont devoir cocher des cases. Surtout pas. Toute la difficulté de l'accompagnement, c'est plutôt de les écouter, de les aider à accoucher, de les aider à se connecter à cette capacité créatrice intrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des office hours, donc concrètement des possibilités pour eux de se retrouver pendant 1 heure à parler avec soit la personne en charge de l'incubateur qui a cette capacité de coaching, soit des entrepreneurs plus aguerris qui ont cette capacité aussi de coaching. Laisser la formalisation la plus libre possible, ne pas les enfermer dans un certain type de pitch deck ou un certain type de business plan ou un certain type de document. Trouver le bon équilibre pour les laisser libres d'exprimer les choses à leur manière, et surtout accompagner la personne et pas le projet. C'est-à-dire, d'autant plus sur des jeunes, d'autant plus sur des programmes Start peu avancés, le fait qu'ils puissent changer de projet, les aider là-dessus, parce que c'est très compliqué, parce que quand on les sélectionne, souvent on leur demande explique-moi ton projet. Et puis en même temps, on ne voit pas trop comment on pourrait faire autrement. Mais du coup, souvent ils s'enferment dans ce projet. Donc moi, on fait ça aussi, hein, on leur demande de présenter leur projet, mais très vite on leur dit attention, si ton projet il change, il n'y a aucun problème. Déjà, la notion de pivot, c'est le fait de pivoter autour d'un axe. Donc, en revanche, il y a cette envie, il y a quand même un sujet que tu veux adresser, mais si ton projet il change, il n'y a aucun problème. Puis même si le sujet que tu veux adresser il change, c'est pas grave. Moi, je viens de penser, là, ce soir, j'ai rendez-vous avec un entrepreneur qui m'a contacté, qui m'a dit, voilà, en fait, ça fait quelques mois que je travaille sur un projet, je me rends compte que en fait, ça va pas le faire, le marché n'est pas prêt, c'est trop avant-gardiste, etc. Du coup, je suis coincée parce que j'ai envie d'entreprendre, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, je ne sais pas sur quoi entreprendre. Et donc là, on va travailler ensemble sur, OK, comment il va faire pour que émerge en lui quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il doit réfléchir, c'est par l'observation, ça va lui venir. Et donc pour ça, il faut que la personne que vous accompagnez, ce soit un entrepreneur, une personne, et pas un projet. Sinon, il va être coincé. Donc ça, c'est important. J'essaye d'accélérer mais normalement, on arrive à peu près au bout. Ouais, et on ne pourra passer que aux questions-réponses. Objectif et impact, on en a parlé tout à l'heure par rapport à la mesure d'impact, c'est pas possible, ça ne se mesure pas. Donc, ça ne se mesure, en réalité, ça se mesure, c'est les fruits, c'est au bout du compte. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je le mesure parce que, après 10 ans d'accompagnement, je vois les entrepreneurs, les jeunes passer par tous ces dispositifs qui maintenant créent des choses et participent soit à la création d'entreprises, soit à l'accompagnement des entrepreneurs, etc. C'est quelque chose qui se voit sur le très long terme. Un élément de mesure d'impact que j'ai par rapport à la qualité de ce qu'on fait, c'est la fidélité. C'est que, encore une fois, aujourd'hui, des entrepreneurs qui ont été accompagnés à la Blue Factory en 2008 répondent présents en 24 heures si je leur demande d'intervenir pour aider un entrepreneur. Ou alors, même très concrètement, j'ai un groupe WhatsApp dans lequel se trouvent tous les entrepreneurs accompagnés dans le programme SEED, et ils s'entraident encore aujourd'hui au quotidien. Ça, pour moi, c'est une mesure d'impact, c'est-à-dire l'engagement sur le long terme, la disponibilité et le soutien des personnes qu'on a accompagnées tout au long des programmes. Donc,
la création, c'est quelque chose de totalement... l'innovation par nécessité, c'est nouveau. Et ça naît à chaque instant. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est crucial, et notamment dans l'entrepreneuriat des jeunes, parce que c'est le meilleur endroit pour le faire, d'ouvrir cette capacité à innover et de libérer le champ des possibles. Ouvrir les horizons aussi pour les jeunes. Vous avez tous eu peut-être cette question quand vous aviez 4 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? C'est la question cauchemar qui est totalement incohérente avec le fait que notre vie se renouvelle à chaque instant. Et donc, le fait de pouvoir être dans ces dispositifs d'entrepreneuriat, ça permet justement d'ouvrir cet horizon possible de l'entrepreneuriat, ou en tout cas la possibilité d'avoir une vie professionnelle de type entrepreneurial. Et enfin, bâtir une communauté, c'est ce que je vous disais sur le long terme. L'annuaire de 300 entrepreneurs, je vous le partagerai. Vous verrez, c'est tous les entrepreneurs qu'on a accompagnés toutes ces années et qui sont encore avec nous. Est-ce que les focus groups sont bénéfiques pour orienter l'idée proposée par les jeunes entrepreneurs et la fréquence de ces réunions? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un focus group. Si jamais vous pouvez juste me dire ce que c'est qu'un focus group et je pourrais vous répondre. Je veux bien une petite définition. Je vous laisse écrire la définition de ce que vous entendez par focus group, comme ça je termine, je suis à la fin. Donc là, je vais donner juste un exemple. Si vous vouliez demain commencer quelque chose dans une université, par exemple, admettons, vous êtes dans une université, il n'y a pas vraiment de dispositif entrepreneurial, vous voulez commencer quelque chose, ben voilà ce que je vous propose. Trouvez 5 étudiants entrepreneurs, donc c'est-à-dire 5 jeunes qui soit sont déjà en train de travailler sur leur entreprise, soit disent « Ah ouais, moi, à fond, j'ai hyper envie et je suis partant pour participer à ce dispositif. » Trouvez 5 mentors entrepreneurs, c'est-à-dire 5 personnes, dans l'idéal, qui sont passées par l'université, il y a toujours un lien un peu plus fort, mais pas forcément, qui ont une entreprise qui fonctionne, qui a entre 5 et 10 ans, et qui ont envie d'aider ces jeunes entrepreneurs. Trouvez 2 professeurs, ou en tout cas 2 personnes de l'université qui sont prêts, qui sont aussi motivés par le projet. Je dis 2 parce que voilà, comme ça, ils peuvent plus se motiver l'un l'autre, il y a moins de guerre de chapelle et ce sera plus facile si c'est quelque chose de nouveau à mettre en place en termes de ressources. Avoir un coordinateur, c'est très 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 important. Si j'ai pu faire tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'y suis depuis 10 ans. Et ça n'a pas de prix de pouvoir avoir comme ça un pilier qui connaît les gens sur le long terme. Et puis, avoir une page internet qui juste puisse, alors une page internet ou une page Facebook, ce que vous voulez, qui dise, voilà, on lance un programme à destination des jeunes qui dure, j'en sais rien, 3 mois, et voilà, cette page internet et un rendez-vous régulier qui va vous permettre de rassembler petit à petit toutes les parties prenantes à l'intérieur de l'établissement qui sont motivées. Parce que c'est ce qui va se passer, encore une fois, ça va prendre du temps. Vous allez semer des graines, ce qui compte pour vous, c'est la qualité, l'engagement, la fidélité et l'envie de vraiment faire des choses sérieuses et pas juste la mode de l'entrepreneuriat. Donc juste avec ça, ça suffit et vous pourrez commencer. Et les freins qui se posent quand on veut entreprendre dans une université, c'est est-ce qu'il y a une vraie demande? C'est-à-dire, est-ce que c'est genre, ah génial, on va faire c'est vrai d'ailleurs pour une entreprise qui voudrait faire un incubateur. Hein. Est-ce que vraiment il y a des personnes à accompagner? Ou est-ce que c'est juste une lubie? Est-ce que l'établissement a vraiment envie que ça advienne? Et dans quelle mesure est-ce qu'elle met les ressources pour? Est-ce qu'il y a une liberté d'action ou est-ce qu'on veut être premier dans un classement, financer l'établissement avec ce dispositif, etc., ce qui est une hérésie? Est-ce qu'il y a un coordinateur? Encore une fois, j'insiste, mais sans coordinateur, rien ne peut advenir. Moi, j'ai toujours imaginé la Blue Factory sur l'ensemble des campus européens. Tant qu'il n'y avait pas un coordinateur à Berlin, ça ne pouvait pas advenir. Il faut un coordinateur quelque part pour que ça arrive. Et il faut une vraie motivation, comme je le disais. Accompagner des jeunes, ça veut dire faire un pari de long terme. Il peut y avoir de l'abandon.
il peut y avoir de la dispersion. Enfin, il faut savoir pourquoi on le fait au fond du fond. À la fin, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens extraordinaires, mais il faut accepter cette déperdition d'énergie. Mince. Oui, c'est ça. Alors, un focus group, c'est choisir un sujet ou une problématique à résoudre avec un groupe d'étudiants afin d'exploiter et collecter des informations par design thinking. Est-ce que le focus group... Bah oui, ça peut être tout à fait intéressant, je trouve, dans le sens où, encore une fois, comme je le disais, ça va dépendre des personnes, mais souvent, on va se retrouver avec des jeunes entrepreneurs, enfin, avec des jeunes qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas forcément beaucoup vécu. Pourquoi je disais qu'à 40 ans, on peut plus facilement créer une entreprise? C'est parce que justement, on a vécu, on a vu beaucoup de choses, et donc potentiellement, une observation peut nous mobiliser pour créer quelque chose. Quand on est jeune, éventuellement, on a moins de recul, moins d'expérience. C'est ce que je disais au tout début, l'important du réel est de mettre les étudiants sur le terrain. Donc oui, si un focus group, c'est prendre des jeunes et leur dire bah, venez, on va vous montrer des réalités dans lesquelles il y a des failles, il y a des brèches, il y a des choses à créer. Venez, on va les observer ensemble et on va aller à la rencontre du terrain, interroger des gens, collecter des informations, observer. C'est comme ça que, effectivement, l'idée entrepreneuriale peut venir. Encore une fois, une idée, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui nous vient, et ça nous vient parce qu'on est dans le présent en train d'observer. C'est aussi naturel que je me coupe, je saigne, bon, je réfléchis même pas, je vais mettre ma main sous l'eau et je vais essayer de le soigner. Et ben, entreprendre, normalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que parce que je vois quelque chose qui est dans le présent, et ben, me vient la solution. Et donc, c'était juste ça. Quand vous dites focus group, j'imaginais plutôt des gens enfermés dans une pièce qui réfléchissaient beaucoup. Si c'est ça, non. En revanche, si c'est prendre des jeunes, les emmener sur le terrain et les faire toucher le réel de manière à ce que quelque chose en eux se réveille et se mette en œuvre à fond, c'est très très bien. J'ai fini. Ce que je voulais vous dire, là c'est simplement un tableau de propositions de réflexion qui est, je vous en prie, que vous pouvez vous dire. Donc moi je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs si jamais vous faites des choses, et est-ce que vous avez soit des bonnes pratiques qui peuvent intéresser tout le monde, soit des difficultés que vous rencontrez sur lesquelles je peux réagir et sur lesquelles je n'aurais pas réagi jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous aimeriez faire d'autre ou qu'est-ce que vous aimeriez faire tout simplement pour les jeunes, et qu'est-ce que vous pourriez, pour être dans la démarche entrepreneuriale, tester dès le mois de septembre. Septembre, c'est la rentrée, donc ça peut être l'occasion de tester tout de suite quelque chose. Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour le faire ou pas? Est-ce que vous pourriez collaborer entre vous? Parce que en tant que structure d'accompagnement, j'avais regardé un peu toutes vos structures. Il y en a plein. Justement, je vous parlais de porosité par rapport à l'université. Vous êtes ces éléments extérieurs qui pourraient rentrer dans l'université et peut-être collaborer ensemble, tous ensemble auprès des jeunes. Et puis, comment vous assurer que vous ne fassiez pas un coup d'épée dans l'eau et que ça dure dans le temps? Est-ce qu'il peut y avoir une coordination quelconque, quelqu'un qui va faire que ça dure dans le temps? Voilà, des questions totalement ouvertes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à réagir. Enfin, dites-moi, je n'ai plus de choses à vous partager en top-down, comme on dit. Ou alors, n'hésitez pas aussi à me dire si, je ne sais pas si ça a répondu à vos questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, si on peut faire des choses ensemble. Je vous écoute.
Je vous avoue que j'entends rien du tout et que je ne vois rien nulle part. Moi, je peux continuer à parler si vous voulez, mais je voudrais m'assurer que ça serve. Toujours la particularité de ces chats. Amand, Salma, ça fonctionne, vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? Ah, là, non. Là, c'est bon. Je vous entends maintenant. Oui. Tout à l'heure, je ne vous entendais pas, mais là, je vous entends. Ok, mais du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question ici posée sur les focus group. Ouais, mais vous avez entendu ma réponse ou pas? Oui. Ah. Pardon. Non, pas de souci. Attendez, je vais juste rechecker sur Facebook s'il y a une question. Alors, en fait, non, pas de questions pour le moment. Moi, j'ai encore une question sur la fidélisation de la communauté. Oui. Parce que voilà, ce qu'on sait sur les étudiants start-upers, après, ça reprend leur vie, ils partent, ils évoluent, ça change de pays. Donc, comment capitaliser sur cette forte communauté? Comment ne pas les perdre de vue? Toujours pouvoir faire le suivi avec les alumni. Absolument. Bah déjà, attendez, je vais vous amener mon annuaire. Déjà, le fait d'avoir créé cet annuaire-là a été un vrai plus. Donc, c'est un annuaire où on rassemble 300 entrepreneurs de l'ESCP. Donc, c'est pas la même chose que des étudiants, mais en tout cas, ça a été ce travail-là, ça a permis de rassembler la communauté autour de cet objet et à la fois de les mettre en avant, mais aussi même pour ceux qui n'avaient pas créé d'entreprise, de les connecter autour de cet outil, sachant que cet outil, c'est juste un élément. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes qui ont créé, en rassemblant ceux qui ont réellement créé quelque chose, à partir de là, on peut développer des choses. Donc, par exemple, nous, sur notre site internet, on permet à tout jeune de soumettre un formulaire si jamais il cherche un stage ou un job dans ce domaine, et on permet à nos entrepreneurs de pousser leurs offres d'emploi. Donc ça fait que y a encore un intérêt, même pour un jeune qui aurait suivi un dispositif et qui ensuite ne créerait pas, il a encore un intérêt à être au contact de la Blue Factory. Donc en fait, c'est de continuer à créer de la valeur pour ces personnes-là, même si ce n'est pas directement lié au fait de créer une entreprise. Ensuite, chaque année, on organise un événement pour toute la communauté, qui du coup fait que les personnes reviennent. Il y a cette newsletter dans laquelle on pousse de l'information et régulièrement, quand on envoie cette newsletter, on a souvent des personnes qui nous répondent en disant « Ah, trop cool, j'ai découvert ça, c'est sympa, ça fait plaisir, etc. » qui sont c'est juste la communauté. Donc après, on peut jouer avec tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc. Après, il faut aussi accepter que, en fait, quelque part, il y a que ceux qui sont réellement intéressés qui resteront et qui suivront l'aventure. Pas plus tard que la semaine dernière, je terminais, on faisait de la communication pour notre appel à projet qui s'est clôturé lundi. À travers les mails que j'ai faits, j'ai eu une réponse de quelqu'un qui m'a dit Neva, je veux bien que t'arrêtes je veux bien sortir de ces boucles mails, j'espère que tu vas bien, moi oui, etc. Et donc il y en a, c'était pas
c'était pas du tout mal intentionné de sa part, c'est juste que voilà, il disait voilà, moi je suis plus dans cet écosystème-là, donc j'ai pas envie de continuer à être en lien. Donc le but, il ne s'agit pas de forcer le maintien de la communauté, mais il s'agit pour ceux qui en ont envie de leur offrir soit des moments, comme ce rendez-vous annuel, soit des ressources, comme par exemple la possibilité de partager des offres d'emploi ou de partager des recherches d'emploi. Et puis de continuer simplement à partager des nouvelles. Les entrepreneurs qui sont passés par la Blue Factory ou les jeunes qui sont passés par les dispositifs de sensibilisation à l'entrepreneuriat, ils savent que si plus tard ils créent une nouvelle entreprise, ils peuvent nous le dire. Si plus tard ils lèvent des fonds, ils peuvent nous le dire. Si plus tard ils veulent communiquer ou recruter, ils peuvent nous le dire. Et donc, comme ça, typiquement, là, sur l'appel à projet de la Blue Factory, j'ai reçu parmi les candidats un projet porté par un jeune qui était dans les programmes d'études entrepreneuriales de l'ESCP en 2008 et dont je n'avais pas eu de contact au préalable. Donc, voilà. Excellent, ouais. Et une dernière question. S'il y avait une ou deux différences majeures qu'il faudrait prendre en compte, donc les différences entre un programme d'accompagnement, un incubateur-accélérateur qui est ouvert plutôt à des start-upers, pas des étudiants, et un programme d'accompagnement qui est au sein d'une université et qui est au sein d'une école et qui est réservé, qui cible du moins les étudiants. Quelles seraient les différences majeures dans la façon de créer, de gérer ces programmes? C'est ce que je disais. Pour moi, ce que je vais dire là est vrai pour tout programme, mais d'autant plus vrai dans le cadre d'une université. C'est qu'il s'agit réellement d'accompagner des personnes. On est dans une université, on est à un stade où les individus se forment, on est dans l'éducation. Donc on est là pour les accompagner à titre individuel, beaucoup plus que leur projet, puisque de toute façon, leur projet est une émanation d'eux-mêmes. Et qu'à ce stade, ils sont encore très jeunes, ils n'ont pas forcément encore beaucoup vécu, il y a encore plein de choses qui sont amenées à se déployer en eux. Ils sont potentiellement très inquiets, pour beaucoup, à cause, encore une fois, de l'enseignement qu'on a. On est dans une scolarité où on est inquiet de savoir ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va avoir le bon statut social, est-ce qu'on va réussir. Cette notion de réussite, c'est anti-entrepreneurial. Car l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est quelque chose c'est un épanouissement interne, c'est quelque chose qui se déploie, c'est pas une ligne d'arrivée. Donc, si on veut accompagner des jeunes vers l'entrepreneuriat, ce que je trouve être une mission extraordinaire et très, très importante, c'est essentiel de se dire, ok, je suis là pour épanouir l'entrepreneur qui est en eux et éventuellement leur faire découvrir qu'ils ne sont pas faits pour créer une boîte. C'est possible, ça peut faire partie de ma mission. Mon but, c'est qu'en tant que personne, ils trouvent un axe d'action, ils trouvent leur chemin, quoi. Donc, dans un dispositif pour les jeunes entrepreneurs, il faut avoir ça à l'esprit. D'où le fait que, par exemple, dans notre programme Start, moi, je sais que les 80 personnes qui viennent vers le programme Start, il y en a une bonne partie où, très probablement, ce qui est bon pour eux, c'est qu'à la fin, ils se disent, oui, non, en fait, j'ai trop suivi sur Instagram Elon Musk et d'autres. Je me suis monté la tête par rapport au fait d'être une startup star. Faut que je revienne sur le terrain, que je revive ma vie dans le présent et peut-être qu'au bout d'un moment, quelque chose adviendra. Ou alors, moi, j'ai des entrepreneurs comme ça que j'ai coachés, des jeunes, qui voulaient faire leur année de césure, vous savez, l'année de stage, en montant leur boîte. J'ai échangé avec eux. J'aurais dit, écoutez, moi, voilà, on a échangé et à la fin, ils m'ont dit, oui, effectivement, tu as raison. En fait, je vais plutôt aller travailler dans une jeune entreprise, dans le domaine qui m'intéresse et je monterai ma boîte plus tard. C'est pas forcément une vérité. Potentiellement, les gens sont faits pour monter leur boîte tout de suite. Mais attention, quoi. Il y a vraiment
un imaginaire et une illusion qu'il est très important de défaire, et le fait d'accompagner des personnes qui seront d'excellents entrepreneurs plus tard, ou d'excellents intrapreneurs, ou d'excellents collaborateurs. Mais ça, c'est particulièrement vrai dans les universités. C'est très clair. Donc, c'est très clair, Maëva. Je fais de mon mieux. C'était très clair. Pour moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai surtout vu de la maturité par rapport à cette démarche. Il y a une acceptation des choses, une acceptation que voilà, vous êtes dans ce cycle-là de la formation, de donner les outils, de donner plutôt un état d'esprit. Et ensuite, voilà, vous permettez enfin, pas que ces étudiants après ils s'envolent, chacun il va choisir sa carrière, il va choisir le chemin qui lui plaît, parce que ça c'est un gros stress pour les structures d'accompagnement généralement, avec le monitoring, l'impact qu'il faudra à chaque fois suivre, mais c'est une belle mission en tout cas que vous avez, et clairement ça apporte ses fruits, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sortent de l'incubateur et qui font un bon chemin dans leur start-up, et qui lèvent des fonds, qui réussissent. Donc, c'est très bien. En plus, vous avez pu créer et renforcer cette communauté, que ce soit avec les personnes, les étudiants et les start-up accompagnés, mais aussi avec ce réseau d'experts autour de cet incubateur, qui permet une belle connexion avec l'écosystème en général, une belle connexion avec la réalité surtout. Exactement, et ça, c'est important de voir ça, c'est que ça se fait pas à pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, certes, je peux faire cet annuaire de 300 entrepreneurs, mais c'est parce que pendant 10 ans, j'ai été auprès de ces entrepreneurs, que je les ai suivis, et de manière très, très simple et très... très humaine, familiale. Enfin voilà, pareil, tous les experts, j'ai pas un jour cherché sur LinkedIn et scrollé qui est avocat, non. En avançant, je rencontre un entrepreneur, il a un problème juridique, bon, il faut que je trouve un avocat, il y a un avocat. Enfin, vous voyez, les choses se font tout aussi. Je parlais d'entrepreneuriat naturel, pareil, un accompagnement est quelque chose de naturel, ça se déploie au fur et à mesure. Et voilà, si on regarde aujourd'hui la photo, on a l'impression que c'est énorme, mais en fait, c'est plein de tâtonnements, ça se fait pas à pas, et toujours, effectivement, dans le réel. Et à la fin, là, je mettrai juste cette image pour vous faire part. Au niveau de la Blue Factory, on a cette image de la plongeuse qui d'ailleurs était la sirène au début, mais ça en fait aussi partie, qui est vraiment cette illustration de... cette plongée dans l'inconscient dans l'inconscient de l'être, dans l'inconscient de l'humanité. Et c'est vraiment ça ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat et chez les jeunes. C'est ce mystère qui fait qu'on trouve ça si extraordinaire d'entreprendre, et que ça l'est, et que c'est si humain. C'est aller plonger dans l'inconnu pour le faire émerger. Et c'est pour ça que je sais bien qu'il y a des mesures d'impact et qu'on nous donne plein de critères pour pouvoir justifier les choses, mais c'est une hérésie, parce que comment peut-on mesurer avec des outils passés ce qui advient de manière nouvelle? C'est pas possible. Donc ça, c'est un grand mystère de comment est-ce qu'on va faire. Mais bon, on pilote, et faut peut-être chercher à mesurer aussi, peut-être avec un temps un peu plus long. C'est peut-être ça qui peut aider, d'être plutôt sur des programmes qui vont durer au moins 5, si ce n'est plutôt 10 ans, pour pouvoir... je sais qu'on est très pressé, hein, mais... En tout cas, voilà, je suis disponible. Il y a mon contact qui est là. S'il y a des questions qui viennent après, je serais ravie d'y répondre. Donc voilà, je vous invite à prendre note de l'adresse mail et du numéro de téléphone. Sans LinkedIn, vous pouvez le trouver. Comme ça, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser directement à Maëva, ou bien vous revenez vers nous et on se fera un plaisir de transférer vos questions
à Maëva. Donc, il me reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez alloué à l'écoute système tunisien et tous les spectateurs ici. Merci d'avoir partagé ces longues années d'expérience avec le Factory, avec le travail pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et voilà, j'espère à très bientôt. J'espère qu'on se verra en Tunisie, peut-être pour d'autres sessions présentielles quand les choses iront mieux. Avec plaisir et d'autres sessions présentielles quand les choses iront mieux. Avec plaisir Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.